Bonjour à tous, bienvenue pour la quotidienne du mardi 3 novembre. En plateau, aujourd'hui, nous recevons Daniel Rossella, syndic de la ville de Nyons. Après avoir dressé un bilan, consulté ses proches et sondé la population, il a décidé de se présenter pour les prochaines élections de mars 2021. Ensuite, on donne la parole à Stéphane Estival, CEO du groupe ESH Média. Par voie de communiqué, l'éditeur a annoncé mi-octobre adopter une stratégie de transformation et d'innovation. Nous verrons les conséquences qu'aura cette décision sur le quotidien La Côte. En sport, nous ferons le tour du Léman à pédalo de manière originale en compagnie de Didier Bovard. Et puis en culture, direction le casino Théâtre de Rôle pour découvrir une création musicale avec les Clochards Célestes, Cabaret Rebetiko, un théâtre musical à voir les 7 et 8 novembre. Après avoir dressé un bilan, consulté ses proches et sondé la population, Daniel Rossella a décidé de poursuivre son rôle de syndic de la ville de Nyons et donc d'être à nouveau candidat lors des élections communales de mars 2021. Daniel Rossella, bonjour. Merci d'être avec nous. Une communication aujourd'hui très tôt ce matin à 6 h. Alors de nombreuses personnalités de la région ont décidé, après une longue carrière politique, de quitter le navire. On peut citer par exemple Didier Laury, syndic de Bassin, encore syndic de Tannay, Serge Schmitt, ou encore le syndic de Founé, François Deblu. De votre côté, à 67 ans, en fonction depuis le 2008, vous vous représentez pour un nouveau mandat. Pourquoi ? D'abord parce que j'ai envie, que je suis motivé. Il faut dire aussi que je ne suis pas lassé de l'action politique parce que je suis syndic depuis 12 ans, mais je n'avais pas avant été municipal ou au conseil communal ou dans d'autres activités politiques. Donc, j'ai le sentiment d'avoir encore une certaine fraîcheur. Et puis j'ai fait un petit bilan de mon action depuis que je suis syndic. J'ai aussi essayé de peser le pour et le contre d'une nouvelle candidature, en tenant compte à la fois de la situation de Paléo qui est difficile, aussi en ayant la crainte de faire la législature de trop, de faire le mandat qui n'était pas nécessaire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour la réflexion. Et puis, je suis arrivé à la conclusion que, je suis motivé, que j'aime cette fonction, même si parfois il y a quelques petits inconvénients, bien sûr. Par exemple ? Mais il y a des critiques qui sont injustifiées, mais enfin, elles sont compensées par des compliments qui ne sont pas toujours mérités non plus, quoi. Il y a des jeux qui sont un peu spéciaux, mais je veux dire, ça fait partie des contrariétés supportables. Et puis, j'ai aussi un certain nombre de projets que j'ai vraiment envie de conduire, des projets qui me tiennent à cœur, qui sont partagés par un certain nombre de gens qui ont des très bonnes chances d'être à la municipalité pour la prochaine législature, qui ont un soutien de la majorité du conseil communal. Donc voilà, je pense qu'il y a encore 2-3 jolis défis à relever, des beaux projets à conduire. Vous êtes fondateur et membre de plusieurs fondations à la ville de Nyons, de plusieurs associations aussi. Donc quelque part, vous avez un certain pourvoir sur cette île, oui, parmi le district. Mais pourquoi est-ce que ce rôle de syndic, il est si important pour vous? Parce que quelque part, on pourrait dire que votre pouvoir, vous aurez toujours votre mot à dire dans toutes ces fonctions que vous avez. Alors d'abord, au moment où je suis devenu syndic, j'ai abandonné beaucoup d'autres activités que j'avais de manière à pouvoir me consacrer autant que possible à cette tâche. Un jour ou l'autre, c'est certain que je vais arrêter. Pour moi, je ne le vois pas en termes de pouvoir, je le vois plus en termes de possibilité de réaliser un certain nombre de projets. En plus, c'est un exercice collectif. Alors bien sûr que je fonctionne quand même comme un capitaine, mais pas tout seul. Le résultat d'un bilan d'une législature, c'est le travail collectif, non seulement des municipaux, mais également des chefs de service, de l'administration, avec aussi le pouvoir du conseil communal. Donc, moi, je ne le vois pas vraiment en termes de pouvoir. Je ne suis pas un gouverneur. Des fois, j'aimerais bien en avoir un peu plus, c'est certain. On gagnerait du temps, mais en même temps, je pense que la force du collectif et l'intelligence collective permet quand même d'arriver à des très bons résultats. Nyons plusieurs fois dans les chiffres rouges, plusieurs référendums au cours de cette législature. Est-ce que vous estimez tout de même que votre bilan est positif au cours de cette dernière législature ?
Ben oui, j'estime que le travail qu'on a pu faire est largement positif. On a pu avancer dans un certain nombre de dossiers. Alors, certains, c'est moins spectaculaire. C'est vrai qu'on avance sur le projet du centre sportif de Collovray. Pour le moment, on est qu'au stade des études. On avance sur le projet du parc Perton avec les voitures en souterrain. On est au stade d'un mandat d'études parallèle. Le musée du Léman, il est bloqué par des oppositions. Et puis, par rapport au référendum, il faut juste savoir que le but, ce n'est pas de rechercher la popularité à tout prix. C'est clair qu'au moment où on propose un abri, un foyer pour des requérants d'asile, on sait bien que ce n'est pas populaire auprès de tout le monde, mais c'est notre responsabilité. Au moment où on propose d'augmenter la fiscalité, c'est sûr que ce n'est pas populaire. Mais si on vise que la popularité, on n'est pas responsable. Donc je pense que quand on a des responsabilités, eh bien, c'est normal d'aller devant le conseil communal et puis, en cas de référendum, d'aller devant la population lyonnaise pour proposer des choses, même si elles ne sont pas populaires. Maintenant, si je fais les plus et les moins, j'ai le sentiment qu'on a fait du bon travail depuis quelques années. Alors, vous vous représentez comme indépendant, hors parti, mais dans le communiqué, je vous cite, vous vous réjouissez de collaborer avec les Verts et le Parti socialiste pour définir le programme de la plateforme Rose-Vert, bien entendu, et constituer une liste commune pour la municipalité. Est-ce que là aussi, ce n'est pas finalement une manière de mettre votre grain de sel un peu partout ? Ben non, parce que c'est vrai qu'il y a un jeu d'alliance. D'ailleurs, le centre-droite est en train de préparer sa liste aussi. J'imagine qu'il y aura probablement 5 candidats du côté de la droite. Ce que je note, c'est que j'ai le soutien des Verts depuis le tout début. Même si je suis hors parti, je suis un sympathisant des Verts, que les socialistes m'ont soutenu, que les Verts et les socialistes ont soutenu presque tous les projets de la municipalité des 4 dernières années. Mais aujourd'hui, tous les candidats attendent que vous vous prononciez, que vous donniez votre mot final pour se prononcer. Donc, de quelle est-ce que vous voyez ça? Non, là aussi, c'est une certaine forme de pouvoir. Ben, ce qui se passe, non, c'est plutôt le fait que je suis un peu un ovni en politique, que je ne suis pas dans les règles habituelles des partis, que moi, je n'ai pas besoin de consulter un parti ou me mettre à disposition d'un parti. Donc, effectivement, ben, je sais que les différentes formations politiques lyonnaises attendaient que je dise si j'y allais ou pas. Pourquoi? Parce que ça pouvait changer quelque chose par rapport à leur avenir politique. C'est pour ça que je n'ai pas voulu attendre non plus trop longtemps. Je m'étais donné un délai jusqu'à fin octobre. J'ai communiqué hier à mes collègues de la municipalité, ce matin aux médias. Est-ce que ça a influencé aussi le choix de Fabienne Frémont-Contonne qui ne se recandidate pas du Parti socialiste? Oui, si elle ne vous l'a pas avoué, elle me l'a dit, oui. Si j'avais décidé d'arrêter, probablement qu'elle aurait pu être candidate parce que être la première femme syndic de Nyon aurait certainement été une très bonne motivation. À partir du moment où ça devenait une évidence que j'allais me représenter, ben, elle choisissait plutôt de relever un nouveau défi. Quand bien même elle a du plaisir à travailler à la municipalité, que moi j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec elle, dans ces dossiers au niveau de la culture et des espaces verts, elle a vraiment apporté beaucoup de choses au cours des 4 dernières années. Alors vous ne sondez pas les partis, c'est ce que vous nous dites, mais vous sondez la population avec, comme d'habitude, et avant chaque élection, vous avez un mandat pour un institut de sondage, pardon, j'y arrive. Là, qu'est-ce que vous retenez de ce sondage ? Alors c'est une école de modestie, un sondage. D'abord parce que même les résultats qui sont positifs ne sont pas garantis. Par contre, il y a un élément qui est extrêmement intéressant, c'est que j'ai pu constater que les projets qui me tiennent le plus à cœur pour le futur de la ville de Nyon sont vraiment plébiscités ou en tout cas largement acceptés par la population lyonnaise. Ce que j'ai pu constater aussi, c'est que les aménagements temporaires où il y a eu quand même pas mal de résistance de la part d'un certain nombre de membres du conseil communal, sont vraiment plébiscités par la population, avec 2-3 critiques qui peuvent nous aider à améliorer les choses. Et puis, pour le reste, ben, le but, c'était de savoir quelles étaient mes chances
pour la suite, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y a forcément une érosion de la popularité de quelqu'un qui est élu. Quand on est syndic, on doit proposer... Elle est probable, elle existe partout. Je veux dire, quand quelqu'un n'a pas de bilan et il vient et qu'il s'exprime à peu près correctement, il a des bonnes chances d'être élu. Après 4 ans ou 8 ans ou 12 ans pour moi, il y a un bilan et j'ai forcément dû faire des arbitrages qui étaient difficiles. J'ai dû prendre des positions qui n'étaient pas forcément très populaires. On parlait des impôts, mais aussi l'allongement des horaires pour les magasins. Il y a des gens qui sont contents, des gens qui ne sont pas contents. Un foyer pour des requérants, il y a des gens qui n'en veulent surtout pas. Donc on est amené à avoir des positions qui ne sont pas forcément populaires. Et on doit décider. Alors que quand on est simplement au conseil communal, on dit oui ou non assez discrètement, puis on essaye d'être du bon côté. Donc voilà, c'est différent. C'est normal qu'il y ait une possible érosion de la popularité, que les scores soient moins favorables que quand on se présente pour la première fois. Ouais. Les scores à faire, à suivre, et on terminera avec ces 2 photos derrière vous, celle de gauche que vous avez envoyée dans le communiqué officiel, et puis celle de droite, tout de bleu, comme vous, comme votre veston. Elle vient d'où? Il vient d'où ce dessin? Alors c'est un clin d'œil que j'ai ramené d'Afrique. C'est un ami qui m'a offert ça, c'est un artiste africain qui s'est amusé à faire une petite caricature sur fond bleu, et puis je l'ai envoyé comme clin d'œil. Daniel, 2 visages ou pas? Oui, forcément, il y a la fonction et j'essaye de vraiment respecter la fonction et les institutions. Mais c'est la même personne, ce sont les mêmes valeurs, c'est la même envie à la fois de vivre et d'être bien avec les gens. Mais bien sûr que la fonction exige certaines formes, et c'est pour ça que dans certains cas, je dois m'accommoder des exigences de la fonction. Daniel Rossella, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Très belle journée. Bonne journée, merci. Le groupe ESH Média a annoncé mi-octobre répondre à la situation de crise actuelle et aux défis futurs en adoptant, je cite, une stratégie de transformation et d'innovation. Dans les faits, chez Artpress, ce sont 3 journalistes licenciés, alors qu'une centralisation des équipes est opération, tandis qu'un poste est supprimé au sein de l'agence. Des restructurations sont également à prévoir du côté du quotidien La Côte. Les mesures devraient tomber d'ici décembre. Stéphane Estival, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur général de ESH Média et éditeur de La Côte, évidemment. Alors, expliquez-nous comment est-ce que vous en êtes arrivé à cette situation? Alors, cette situation, elle est bien évidemment liée à des évolutions économiques. Quand on parle d'évolution économique, on parle de baisse de revenus. Alors, des baisses de revenus qui sont liées d'une part à la situation sanitaire, à la situation économique, mais qui sont aussi structurelles. Ça, c'est extrêmement important de dire ça, parce que, comme vous le savez, les médias, et comme l'ensemble de l'économie, est en pleine évolution, une transformation digitale. Aujourd'hui, la presse fonctionne sur la base d'un modèle économique qui repose sur beaucoup de revenus d'origine print, du papier. Et donc, face à ça, on est en pleine phase d'évolution. Cette évolution se traduit par des baisses de revenus et il faut compenser, s'adapter à ces baisses de revenus. Ces baisses de revenus, dans les chiffres, qu'est-ce qu'elles représentent pour le groupe? Alors, avant, j'aimerais quand même, si vous me permettez, corriger ce que vous avez dit. Vous avez parlé de 3 suppressions de postes dans une entité du groupe qui s'appelle Artpress, qui produit l'ensemble des contenus Suisse Monde Économie pour les titres du groupe ESH Média, Le Nouvelliste, La Côte, Arc Info, mais aussi dans le cadre d'un accord avec La Liberté pour la liberté, notamment. Ce n'est pas 3 suppressions de postes, c'est pour des raisons, là aussi, d'organisation. C'est des personnes, un service qui est transféré de Fribourg à Sion. Et à l'occasion de ce transfert, il y aura
une suppression de postes et non pas 3. Et on va proposer, et on a proposé aux personnes qui travaillaient à Fribourg d'être replacées à Sion. Donc, ce n'est pas tout à fait 3 suppressions de postes. Donc, une suppression. Et pour revenir justement à cette baisse de revenus, le chiffre... Alors, cette baisse de revenus, si je prends l'exemple de la côte, on est ici à la côte, dans le domaine de la côte. Si je prends l'exemple de la côte, mais c'est à peu près la même chose partout. Alors, si on parle de la baisse de revenus en 2020, on parle d'une baisse de l'ordre de 15% des revenus publicitaires. Revenus publicitaires qui représentent, dans le cas de la côte, qui représentaient en 2019 près de 70% des revenus du quotidien La Côte. Donc vous voyez l'importance d'une baisse de 15%, ce que peut représenter une baisse de 15% sur les revenus publicitaires. Comment ça impacte justement le média de La Côte, cette baisse de revenus de 15%? Ça l'impacte par une baisse de revenus importante, une baisse de ressources. Donc ça l'impacte par la nécessité de trouver des solutions pour compenser cette baisse de revenus. Donc est-ce qu'on peut les chiffrer justement? Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a des licenciements, une réduction du temps de travail? Comment ça se représente concrètement? Il y a plusieurs choses. Il y a eu des mesures conjoncturelles qui ont été prises grâce aux dispositifs qui ont été mis en place par la Confédération et aussi par le canton. Donc il y a des mesures conjoncturelles, par exemple ce qu'on appelle la RHT ou le chômage partiel qui a été utilisé à la côte, qui a touché à peu près 30% de la rédaction. Après, il y a eu des mesures qui ont été prises de réduction des charges de fonctionnement indépendamment du chômage partiel. Donc ça, c'est des mesures conjoncturelles qui ont été prises. Cela étant, et je vais me permettre de faire une petite parenthèse, la situation financière de la côte s'était dégradée depuis quelques années. Parce que cette baisse des revenus publicitaires, elle tombe pas comme ça du ciel. Elle date de plusieurs années. Donc il y avait eu ce phénomène, on le connaît depuis environ 4 ans, ce qui nous a amené à prendre des mesures encore plus douloureuse, vous vous en souvenez peut-être, en 2018. Donc du personnel avait déjà été licencié à ce moment-là. Au sein de la rédaction. Est-ce que c'est le cas en ce moment? Alors, donc des mesures avaient été prises. Ces mesures avaient porté leurs fruits en 2019 et combinées avec une stabilité des revenus, principalement publicitaires, mais aussi de diffusion, on avait réussi à se rapprocher de l'équilibre, mais être quand même assez dans les chiffres rouges, fin 2019. En 2020... C'est pas suffisant, c'est ce que vous me dites. En 2020, alors qu'on espérait atteindre enfin l'équilibre, parce que c'est ça dont on parle pas d'une société qui avait un ratio de rentabilité de 15%, on parle d'une société qui était structurellement dans une situation tendue, qui espérait retrouver l'équilibre en 2020 et qui se trouve maintenant face à un problème à la fois d'accélération, de nouvelle accélération, de baisse des revenus. Donc, il a fallu prendre des mesures, et là je ne parle pas des mesures conjoncturelles dont j'ai parlé il y a quelques minutes, mais je parle effectivement de mesures qu'on a dû prendre au sein de la rédaction de la Côte, et bien évidemment, on a cherché à limiter l'impact social, à limiter au maximum l'impact social de ces mesures. Et sur une rédaction d'environ 15 personnes, on va réduire le temps de travail de 0,7 personnes. Alors on dit 0,7 ETP équivalent temps plein. On parle de ça. Et 0,7 ETP répartis sur 4 personnes. Quand on a décidé de faire ça, on a bien évidemment cherché les mesures qui étaient... Donc, qu'est-ce que ça veut dire dans les faits? Que ces 4 personnes ont un temps de travail qui est réduit? Ces 4 personnes, si vous divisez grosso modo 0,7 par 4, ça vous fait environ une diminution de 0,15, 0,2 ETP ou de 15 ou 20%. Donc 20%, c'est une journée de travail, donc c'est une journée de travail en moins pour 4 personnes, dont
Je tiens à le dire, la rédaction en chef qui spontanément a proposé de réduire son temps de travail. Le rédacteur en chef que tout le monde connaît, Michel Jautran, qui fait un binôme avec Gilles Bieler. Donc Michel a accepté de baisser son temps de travail de 0,2%. Donc hors rédaction en chef, c'est 0,5 ETP en moins. Voilà. Alors après, il y a d'autres mesures de gestion qui ont été prises afin d'essayer de compenser cette baisse de revenus qui est structurelle, qui a commencé depuis plusieurs années et qui nous a touché en 2020 et qui va nous toucher en 2021 aussi. Donc une baisse de 0,7 du côté de la Société des rédacteurs de la Côte. On écoute la réaction de Caroline Guébard, membre du comité de la SDR. Alors, on a été convoqué à une séance par la direction, lors de laquelle la direction a fait le point sur la situation du groupe et de la rédaction de la Côte en particulier. C'est là qu'on nous a annoncé qu'il fallait faire un certain nombre d'économies pour l'année prochaine. Voilà, évidemment que ça a été la surprise. La particularité, c'est qu'on nous a proposé d'entrer en discussion avec la direction pour justement voir s'il y avait des idées de notre côté, du côté de la Société des rédacteurs, pour faire des économies. C'est là qu'on s'est réunis et qu'on a proposé spontanément et solidairement de renoncer à notre 13e salaire pour 2021. Alors malheureusement, elle a été refusée et puis sur cette base-là, on a estimé qu'il n'y avait pas d'autres propositions à faire de notre côté Société des rédacteurs, puisqu'à ce moment-là, une série de solutions qu'on aurait pu esquisser avaient été écartées d'emblée par la direction, si bien qu'une fois ce refus du 13e salaire reçu, on a décidé de mettre fin à ces discussions avec la direction. Il se trouve qu'il y a d'autres discussions qui ont eu lieu durant le week-end qui a suivi, auxquelles la Société des rédacteurs n'a pas été associée. Donc c'est passé entre cadres dirigeants du groupe et de la rédaction. Et apparemment, il y a en tout cas une des solutions qui avait été écartée d'emblée, qui est revenue sur la table et qui nous conduit à la situation qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que la semaine dernière, 3 personnes de la Société des rédacteurs se sont vues signifier une réduction de leur temps de travail. Donc ces 2 personnes actuellement employées à 100% qui passerait à 90% et une personne actuellement engagée à 70% qui devrait réduire son taux à 40%. Stéphane Estival, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui le choix est arrêté? C'est définitif? Oui, le choix est arrêté. Pour réagir à ce que dit Caroline Guébart, alors déjà, vous noterez que quand effectivement on a annoncé qu'on devait faire des économies... Ils ont proposé de renoncer à leur 13e salaire. Mais avant, on a proposé, plutôt que de venir et nous d'apporter directement des réponses, on peut dire nos réponses, on a proposé cette phase de concertation. Alors, ça, c'est une première chose. La deuxième chose importante, parce que je comprends effectivement la réaction de la rédaction de la Côte, qui consiste à dire, mais pourquoi vous avez refusé cette suppression, ce renoncement au 13e salaire en 2021 ? Geste solidaire. Ce geste qui je peux le dire, je ne sais pas si l'expression est à droite, mais qui est touchant, qui est fort, qui montre l'engagement de l'ensemble du personnel de la Côte et de la rédaction de la Côte par rapport à son journal. Donc c'est un geste fort. Donc vous imaginez bien que refuser un geste fort comme ça, c'est pas facile et c'est pas de gaieté de cœur que nous l'avons fait, que je l'ai fait. Donc pourquoi ? Si je l'ai fait, c'est parce que ce n'est pas une mesure structurelle. Qu'est-ce qui se serait passé ? Qu'est-ce qui se serait passé en fin 2021 quand on n'aurait effectivement pas versé les salaires 2021, mais que, partant du principe, mais un principe, c'est pas une croyance, c'est une réalité économique, puisque c'est celle de la Côte, partant du principe que on aurait dû faire des efforts, on doit faire des efforts structurels. Est-ce qu'on aurait dit à la rédaction, vous allez recommencer en 2022 ? Vous allez de nouveau renoncer à votre 13e mois en 2022 ? Ce n'était pas possible. Ce n'était pas responsable de ma part d'accepter une proposition, même si elle est aussi forte que celle-là. Donc, il était de ma responsabilité de dire, et c'est ce que j'ai dit
aux représentants de la rédaction de la Côte qu'il fallait mettre en place des mesures structurelles. Et une mesure structurelle, c'est malheureusement ce à quoi on est arrivé, et qu'une mesure ponctuelle, comme le renoncement au 13e mois, allait plutôt créer d'autres problèmes que d'apporter une vraie solution structurelle. Ce n'était pas suffisant. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que l'air... C'est pas une question d'être suffisant. Excusez-moi de vous couper. C'est qu'on est face à un problème structurel. Ce problème structurel, il existait en 2018, en 2019, il a été accéléré en 2020. Comment voulez-vous répondre à un problème structurel par une mesure ponctuelle ? Je n'aurais pas été responsable si j'avais accepté cette proposition. J'aurais mis les salariés dans une situation difficile. Imaginez que... Cela dit, un licenciement, c'est aussi une mesure ponctuelle. Oui, mais si j'avais dû à la fois dire aux salariés ou prononcer de nouveau des mesures de licenciement pour répondre à un problème structurel en 2021 vis-à-vis de salariés qui avaient ou qui auraient déjà fait l'effort de baisser leur rémunération à travers ce renoncement au 13e mois, c'est là où ce n'était pas responsable. Donc, moi, j'ai pris les responsabilités de renoncer à leur proposition, même si je l'ai bien comprise. Je voudrais aussi... Je suis désolée parce que le temps avance, donc j'aimerais quand même vous poser cette dernière question. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la Côte version papier s'apprête finalement à tourner une page et passer complètement du côté numérique? Est-ce que ça serait possible? Non. Pas du tout, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que le papier résiste paradoxalement bien. Certes, le numérique progresse à la fois en tant que solution de communication choisie par les annonceurs et comme mode d'abonnement choisi par les lecteurs. Donc ça ne serait pas une stratégie envisagée pour l'avenir? Pas tout de suite. Pas tout de suite parce que, je vais vous donner un chiffre, sur ces revenus publicitaires, 90% est encore d'origine papier, sur le papier. Nos supports sont forts et le papier est un mode de communication fort et choisi encore, plébiscité encore par nos annonceurs. Certes en baisse, mais encore plébiscité. Sur les abonnements, on a 80% de nos abonnements qui sont encore print et 15% qui sont numériques. Même si les abonnements numériques progressent extrêmement fortement, plus 20% d'abonnés numériques en un an. Donc, ce qui veut dire qu'on progresse sur le numérique, on va chercher des lecteurs, des nouveaux lecteurs qui sont plutôt jeunes, qui choisissent des solutions numériques. La diffusion de la Côte, le nombre de lecteurs augmente, l'audience digitale augmente. L'attachement à la Côte est toujours là, c'est ce que vous nous dites. L'attachement Je suis obligée de vous couper, Stéphane Estival. Augmente, est toujours là. Et ça, c'est vraiment ce qui nous encourage à continuer tous ces efforts d'adaptation. C'est que je peux vous dire que l'attachement à la Côte est extrêmement fort auprès de nos annonceurs et auprès de nos lecteurs. Stéphane Estival, merci d'avoir conclu, d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Merci. Réaliser le tour du lac Léman en pédalo, voilà le défi fou que s'est lancé Didier Bevard. Une mission de taille pour l'explorateur français et son bateau My Way qui ont déjà réalisé plus de 20 000 km depuis 1998. Salut Didier, merci d'être avec nous. Salut, merci pour l'invitation. On te retrouve en direct du port de Thonon, à côté de ton bateau My Way justement, ou plus précisément de ton hydrocycle. Tu es rentré il y a 10 jours de ton périple en pédalo autour du lac. Comment ça va maintenant ? Là, ça va un petit peu mieux, malgré encore une blessure au mollet gauche. Mais effectivement, je suis rentré déjà depuis 10 jours. Je suis rentré le 22 octobre dernier. Et voilà, je récupère gentiment. C'est vrai que c'était vraiment très difficile. Et encore besoin de quelques jours pour récupérer vraiment ce qu'il faut. Alors, on précisera que tu n'as pas réalisé le tour du lac en une seule fois. Tu t'es arrêté à 11 ports différents. On va regarder tout de suite l'itinéraire que tu as fait. C'était tout simplement impossible de faire ça d'une seule traite. Si, au début, c'était parti pour vraiment faire d'une traite, disons, avec des étapes, bien sûr. Et j'ai dû arrêter au bout de 4 étapes à Puyi, parce que j'avais une grosse fuite d'eau à l'intérieur de la couchette. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une grosse tempête aussi qui est venue du sud de la France et qui m'a obligé justement de faire un arrêt prolongé.
Oui, quelques petits soucis techniques. Et puis, tu me le disais avant, en préparant l'émission, tu n'as pas pris beaucoup de plaisir parce que tu as changé ta manière de pédaler. Explique-nous le changement au niveau du bateau. Ben là, j'ai fait 20 000 km en étant à l'intérieur du bateau au sec. Et l'idée que j'ai eue en 2001, quand je traversais la mer des Caraïbes, c'était justement de refaire l'Atlantique, mais en étant sous le bateau pour voir tout ce qui se passait autour de moi. Parce qu'en ayant fait 2 fois l'Atlantique, je savais très bien qu'il y avait beaucoup de poissons qui allaient me suivre. Et là, c'était vraiment l'idée. Et les années ont passé. Je suis parti entre-temps au Groenland en 2012 et 2016. Et là, je suis revenu avec ce projet en tête. Et je me suis dit, il faut absolument que j'essaye, en tout cas sur le lac. Et voilà, donc je suis en immersion complète. J'ai juste la tête qui sort de l'eau. Et autrement, le siège et le pédalier sont dans l'eau. Qu'est-ce que ça change physiquement? C'est beaucoup plus dur, n'est-ce pas? Ben là, d'après une étude italienne qui ont inventé justement ce vélo justement dans les piscines pour faire des exercices dans l'eau, c'est 12 fois supérieur à un vélo traditionnel. Ce qui fait que par exemple des étapes comme Nyon jusqu'à la Nautique à Genève qui fait 20 km, ben c'est comme si j'avais fait x12, 240 km. Oui, effectivement. Très éprouvant donc physiquement. Et puis, tu as décidé de mettre un terme un peu à toutes les aventures que tu as fait avec celle-ci. Elle symbolise quelque chose de particulier. Pourquoi faire ça pour finir? Ben, disons que moi, le grand projet, c'était aussi, comme je disais tout à l'heure, faire l'Atlantique. Mais malheureusement, je suis plus fatigué de faire des recherches de sponsors que de pédaler. Donc là, vu mon âge, j'ai quand même 57 ans, voilà, donc je me suis dit, restons sur une bonne note. Mais par contre, le My Way, donc c'est une coque exceptionnelle qui a été construite à mort au chantier Morero, Raymond Morero. Il a fait même plus que moi, puisqu'au Groenland, je l'ai perdu en mer et 11 mois plus tard, on l'a retrouvé tout seul en Islande. Donc c'est un bateau extraordinaire, donc j'avais voulu faire un bateau solaire, mais pour ça il faut encore du sponsoring et peut-être une école d'ingénieurs derrière. Voilà, donc c'est la fin pour les explorations de Didier, mais par contre le bateau My Way, il aura certainement encore un bout de vie. Merci beaucoup Didier, bravo et bon vent. Merci à vous, merci. Aujourd'hui, on vibre au son du rebetiko avec les voix des clochards célestes qui nous feront rire, danser, chanter. Ça fait du bien, surtout en ce moment. On parlera évidemment des tragédies méditerranéennes d'hier et d'aujourd'hui. Une création à voir au Casino Théâtre de Rolle le samedi 7 novembre à 19h, le dimanche 8 novembre à 15h et 17h. Benjamin Knobil, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le metteur en scène de la pièce. Alors déjà, le rebetiko, pour ceux qui ne savent pas, quelle est son histoire et qu'est-ce que c'est? Alors, le rebetiko, c'est une musique qui vient de Grèce. C'est la musique des bas-fonds qu'on trouvait à la ville de Smyrne à l'époque, qui aujourd'hui s'appelle Izmir. Et c'était dans ces villes au début du siècle où il y avait donc les marins, il y avait donc des Juifs qui étaient là, des Orientaux, des Grecs, des Turcs, des gens qui n'avaient pas vraiment de nationalité, qui étaient vraiment, comme on dit, dans les bas-fonds. Ils avaient ces cabarets où ils jouaient cette musique qui était absolument inconnue. Que de seuls. Et puis, il y a eu les tragédies du début du XXe siècle avec la Première Guerre mondiale et ces endroits ils ont été obligés d'émigrer suite à la guerre entre la Grèce et la Turquie. Et cette musique a été découverte d'abord en Grèce, au Pirée, et ensuite elle s'est exportée à New York. Et c'est une musique qui est à nul autre pareil parce qu'elle mélange toutes ces influences orientales, juives, turques, grecques. On appelle ça le blues du Pirée. Le blues du Pirée parce qu'il y a des rythmiques qu'on retrouve dans le blues, également dans le tango. Et c'est la même époque. C'est vraiment la musique des gens qui sont entre eux et qui sont en révolte contre l'ordre établi. Ouais, aujourd'hui, pourquoi ramener ce rebetiko sur scène, même si on comprend qu'il a un passé historique chargé d'histoire, hein? Alors, la première raison, c'est parce que c'est une musique qui est mal connue dans nos régions ici, qui est d'une beauté qui est vraiment sidérante. J'ai découvert le rebetiko il n'y a pas longtemps. J'étais sur un trottoir avec Francesco Biamonte qui co-signe le spectacle avec moi et il m'a fait écouter un enregistrement de 1919 et j'avais les poils qui se dressaient sur mon avant-bras tellement ça a une force d'évocation parce que c'est une musique qui est pleine de nostalgie, de santé et qui vous bouleverse et qui vous transperce vers des endroits qu'on ne soupçonne pas.
finalement, mettre ça en scène sous forme de cabaret, vous me disiez, ça a son sens puisque c'est son origine, c'est ça? Oui, parce que c'est une musique de cave, et donc il fallait trouver quelque chose qui permette de rendre hommage à ses origines et d'amener ça aujourd'hui. Et donc le spectacle est un peu un hommage aux répéticos d'hier et aux répéticos d'aujourd'hui, parce qu'il y a des répéticos modernes. Et il y a une des chansons emblématiques du répético qui est bien connue, qui s'appelle Miss Sirlou, que tout le monde connaît, qu'on trouve dans Pulp Fiction de... Comment elle fait si on fredonne? C'est ça, j'aurais pas osé. Aujourd'hui, c'est repris par l'ensemble Boulouris, c'est comme ça qu'on le prononce? Oui, Boulouris, oui. Qu'est-ce qu'ils apportent à cet univers-là? Alors, Boulouris, eux, ils sont connus, ils ont beaucoup travaillé sur le tango, ça fait 25 ans qu'ils travaillent, Jean-Samuel Racine, Jocelyne Ruda-Sigua, Ignacio Llamas, pour ne citer que ici... Éléonore Giroux, ils ont une approche sont des musiciens extraordinaires qui vont faire leur interprétation du rebetiko. En fait, quand on pense musique grecque, le premier instrument qui vient à l'esprit, c'est le bouzouki. Et vu qu'on n'est pas grec, on n'a pas voulu tricher, et donc on a décidé de ne pas utiliser de bouzouki, d'être par rapport au corps, d'utiliser, donc de demander à Ignacio Llamas donc de faire la guitare. C'est un rebetiko de la région lyonnaise? Un rebetiko, je dirais, qui va plus du côté de l'Europe centrale, parce que Jean-Samuel Racine, qui joue de la clarinette, va donner justement des sons klezmer, cette musique d'Europe centrale, juive d'Europe centrale, qui est constitutive de ce rebetiko. Donc ça permet de rendre un rebetiko plus universel et moins régionalisé. Waouh, ça fait du bien ce souffle qu'on parle enfin un peu de culture, parce que c'est un contexte qui est assez difficile. Alors évidemment, tout le monde attend les mesures de mercredi qui sera annoncées. Vous avez décidé d'ajouter une représentation de plus le dimanche 8 novembre à 17h30, c'est ça, le 17 y est. Donc une à 15h, une à 17h30, voilà. C'est ça. On sait que pour le Casino Théâtre de Rolle, c'est une situation qui est difficile, puisqu'elle a une jauge beaucoup plus grande, limiter son spectacle à 50 personnes. Pour vous, en tant que comédien, vaut mieux ça que rien du tout, ou de quel œil est-ce que vous voyez cette situation? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Marie-Claire Mermoud du Casino Théâtre de Rolle est coproductrice de spectacle, et on a répété tout l'été dans son théâtre, donc c'est aussi une manière de la soutenir elle, donc ça c'est une mesure de soutien, et puis c'est tous les gens qui ont réservé, qui ne pouvaient pas venir, du coup c'est une manière aussi de pouvoir leur offrir l'opportunité de venir voir le spectacle. Ensuite, les théâtres, pour en avoir beaucoup discuté avec Marie-Claire Mermoud et d'avoir été dans son théâtre, on est extrêmement strict, on ne peut pas, comme tout le monde, ne peut pas tomber malade, on ne peut pas contaminer les gens autour de nous, donc c'est un crève-cœur. Notre métier, comme les autres, c'est de faire plaisir aux gens et de permettre aux gens de tenir aussi. On a une mission, c'est de soutenir les gens, de leur offrir du rêve, de la réflexion, du bonheur. Et donc, on a envie de faire notre métier et on a envie de faire notre mission de service public qui est là. On est financé pour faire ça. Voilà, qui fait du bien parce que vous le faites avec le cœur et ça, c'est important. Benjamin Knobel, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et à la maison, donc, retenez bien les dates. Cette fois, je vais les dire juste. Samedi 7 novembre à 19h, le dimanche 8 novembre à 15h et 17h30. Merci beaucoup, Benjamin. Merci beaucoup à vous. Et en bref, la SIC a annoncé renoncer à son traditionnel marché de Noël, mais des animations ponctuelles seront tout de même présentes. Et oui, plus que 52 jours avant Noël, ça s'approche à grands pas. Bonne suite de programme, à demain.